Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Vous êtes bien dans le 45 minutes, c'est votre émission sur le foot dans la région 100% foot. Vous connaissez le principe, vous posez vos questions, vous partagez ce live et on posera vos questions à nos invités. Et quel beau casting ce soir. On vous propose, on vous a gâté. Bonsoir Eric Sicora. Bonsoir. L'entraîneur du Racing Club de Lens, figure emblématique du Racing et notre invité, vainqueur de Reims, qualifié pour les 32e de finale de la Coupe de France. Eric, première question, quand on bat Reims, est-ce qu'on s'est permis une petite coupe de champagne quand même? Non, même pas. Même pas, je ne crois pas. Non. Petite bière, mais pas de coupe. Plaisanterie mise à part, c'était important cette victoire, ne serait-ce que psychologique. Oui, pour enchaîner avec le déplacement au PFC, avec la réception de Tours, et puis surtout avoir un match en compétition dès le premier week-end de janvier, puisqu'après on va enchaîner avec Nîmes et Sochaux. Donc ça nous permettra d'être tout de suite en compétition plutôt que d'avoir un match amical. Le tirage de cette Coupe de France a lieu en ce moment même. On va vous faire vivre ce tirage des 32e de finale. Notre consultant Joël Dominguetti, du journal d'équipe, est avec nous. Salut Joël. Qu'est-ce que tu retiens, une image cette semaine dans l'actu du foot dans la région? Moi j'en retiens 3. L'arrêt de Maignan, le double arrêt de Maignan sur penalty. La cohérence du jeu lensois, que j'ai trouvé assez forte contre Reims, notamment en première période. Et puis surtout la capacité de Christophe Pélissier de manager et d'avoir une énergie dans ce groupe alors qu'il y a 32 joueurs pros sous contrat et que c'est une gageure de pouvoir réussir en termes de management ce tour de force. Et on en parle avec Christophe Pélissier qui sera dans quelques minutes en direct avec nous, Damien. Rachid Toisy est avec nous, notre confrère du Courrier Picard. Salut Rachid. Bonsoir à toutes et à tous. On parlait de Christophe Pélissier. Amiens, 9e du classement de Ligue 1. Toi, tu n'es pas vraiment si surpris que ça? Un petit peu quand même, parce qu'on a quand même le plus petit budget, quitte à le rappeler une énième fois, enfin Amiens a le plus petit budget de Ligue 1, et sur ce qu'ils ont montré depuis le début de saison, je pense qu'ils n'ont rien volé. Ils sont à leur place. Je dis toujours que l'équipe mérite son classement, et c'est vrai, voilà, Amiens mérite son classement. Manu Magdelaine, rédacteur en chef adjoint France 3 Nord-Pas-de-Calais. On va parler du LOSC aussi. Ça y est, c'est enfin parti pour le LOSC ou pas? Il y a 2 victoires de suite. Voilà. C'est beaucoup mieux qu'avant. On va parler surtout à propos du LOSC de Sacramento, voilà, qui pour l'instant remplace Bielsa. Pour l'instant, c'est un intérim. Est-ce que c'est un intérim qui peut durer? On se posera la question tout à l'heure. Allez, on va vivre ensemble ce 45 minutes avec un premier tirage qu'on a vu en Picardie. Rachid, il y a Chambly et Senlis qui sont qualifiés. Et là, Chambly tombera contre Avallon. C'est ça? Oui, c'est ça. Et Amiens contre Sochaux. Et Sochaux-Amiens. C'est Sochaux à Sochaux? C'est beaucoup compliqué. Sochaux. Ouais. Est-ce qu'on a Christophe Pélissier à Amiens? On va demander à notre régie. Est-ce que Christophe Pélissier, l'entraîneur d'Amiens, est en direct avec nous? Bonjour, oui. Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez vu notre plateau, Eric Sicora, que vous connaissez très bien, Rachid Toisy du Courrier Picard et Joël Dominguetti du journal d'équipe avec Emmanuel Magdelaine de France 3. Merci d'être avec nous. Une réaction, Christophe, on vient d'en parler, du tirage qui a lieu en ce moment même des 32e de finale. Vous tombez contre Sochaux. Quelle est votre réaction après ce tirage? Un tirage très difficile, comme tous les tours de coupe. Mais bon, celui-ci, il faut déjà qu'on se déplace. On va à Sochaux qui joue les premiers rôles en Ligue 2, donc un match très très compliqué pour nous. Compliqué, mais cette aventure sur la dynamique que vous avez en championnat, cette Coupe de France, vous la considérez comment? Quel est votre discours par rapport à votre groupe, par rapport à ça? Disons que la Coupe de France et la Coupe de la Ligue aussi, puisqu'on est quand même encore qualifié en Coupe de la Ligue, me permet, avec un vestiaire très, très important, de concerner tout le monde. Et donc c'est important pour les joueurs qui jouent peu ou qui ne jouent pas du tout en championnat d'espérer gratter du temps de jeu sur ces matchs de coupe-là. Bon, Christophe, avant de laisser la parole à mes invités, un message de nos internautes, c'est le principe de cette émission. Posez vos messages, on les posera à nos invités. Christophe, bravo pour votre travail et félicitations à votre groupe. C'est Christophe Rouault qui nous laisse ce message. Question, pensiez-vous avoir autant de points au classement à ce moment de la saison? Quand on attaque la saison, on se dit que ça va être une saison compliquée quand on regarde les effectifs en place. Et puis bon, on a notre mois d'août qui est un peu compliqué parce qu'on perd à la fois 2 joueurs, 2 de nos fers de lance de l'année dernière qui sont transférés, et un autre qui se blesse gravement le 15 août.
Donc l'apport de 4-5 joueurs qui arrivent le 31 août, donc très compliqué. On a 3 défaites sur les 3 premiers matchs, donc, et on reçoit le 4e Nice. Donc à partir de là, si on nous avait dit qu'à ce moment de la saison, on aurait 21 points, on aurait signé avec les 2 mains et même autre chose. Donc je crois que en termes de points, on est bien sûr satisfait. Après, je crois que les joueurs ont su mettre les ingrédients, on a su mettre les choses en place pour prendre ces points-là. J'ai entendu tout à l'heure Rachid qui disait qu'on n'avait rien volé. Voilà, on est à l'heure actuelle à la place qu'on mérite. Éric Sicora, quel regard vous portez, vous, sur la saison de Christophe Pélissier et de ses joueurs? C'est quelqu'un que j'ai connu en formation du BEPF. On a appris à se connaître. Et il avait déjà fait monter Luznac en L2 à l'époque. Et on a su les péripéties qu'il y avait eu pour pas que ce club puisse monter en Ligue 2. Et il était arrivé à Amiens en National. Et puis c'est quelqu'un qui a amené cette équipe en Ligue 1. Je voudrais savoir jusqu'à où il va s'arrêter avec cette équipe-là et où va les amener. Il y a une stat qui est vachement importante, qui passe un petit peu inaperçue, depuis la première victoire d'Amiens contre Nice, c'est-à-dire la 4e journée. Amiens possède la 2e meilleure défense du championnat avec le PSG. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais je trouve que la stat, elle parle, quoi. Elle dit, cette équipe sait défendre, et à mon avis, c'est là-dessus qu'elle se repose pour avoir des résultats. Voilà. Christophe, Éric vient de dire jusqu'où vous allez vous arrêter? Vous allez aller. Ouais, bonsoir Sico. Ça va. Non, mais je crois que ce qui est important dans la dynamique d'une équipe, c'est d'avoir surtout une dynamique collective. On parle de meilleure défense. C'est bien sûr le lot individuel, parce que je pense qu'on a pas loin d'un des meilleurs gardiens de Ligue 2 et aussi une défense centrale qui est vraiment de qualité. Mais surtout, ça montre l'état d'esprit d'un groupe, c'est-à-dire que voilà, ce groupe-là veut défendre d'abord son bien, défendre son but, et je dis souvent que voilà, la défense, l'envie de défendre, ça montre l'état d'esprit. Alors après, quand on est sur une dynamique comme ça, il ne faut pas se fixer de limites. Je crois que l'année dernière, personne ne croyait qu'on pouvait atteindre la Ligue 1, ça nous est arrivé. Maintenant, on va tout mettre en œuvre pour essayer d'y rester. Et je souhaiterais, je l'avais dit à Sico quand il a été l'année dernière, je lui disais, maintenant j'aimerais le rencontrer sur un banc. Donc j'espère que lui aussi va pouvoir faire l'ascension à Valence. Est-ce qu'il y a des joueurs qui vous ont surpris dans un environnement qui est nouveau pour vous, qui est une découverte et en quoi ces joueurs de votre effectif vous ont surpris? Je crois que on connaissait bien sûr, il y a des joueurs qui sont arrivés chez nous comme Gaël, Kakuta, tout ça, que tout le monde connaissait, qui se sont mis assez rapidement au niveau. Après, je crois que ce qui me bluffe, et il continue à me bluffer encore, c'est tous ces joueurs qui étaient au départ de l'aventure en national et qui, sur des matchs de Ligue 1, on a l'impression qu'ils abordent ces matchs voilà, naturellement, avec beaucoup d'envie, beaucoup de détermination. Et ils ne sont pas du tout paralysés par l'enjeu. Je crois que le premier match, même si on avait perdu au PSG, les joueurs m'avaient surpris par ça. Ils n'étaient pas tétanisés. Ils avaient joué leur jeu. Donc ce qui me bluffe, c'est surtout ces joueurs-là. Christophe, une priorité aux internautes. David Tapin nous dit, vu le travail que vous parvenez à faire, Christophe, avec un si petit budget, j'imagine que vous avez des sollicitations des grands clubs. Si oui, lesquels? Réponse souhaitée sans langue de bois, avec des petits smileys qui sourient. Non, mais là, c'est pas du tout la langue de bois. Déjà, il y a une partie contractuelle. Moi, je suis sous contrat avec Amiens jusqu'en juin 2019. Donc, j'ai encore 18 mois à Amiens. Après, on est dans une aventure avec Amiens. Et Sico va pouvoir le dire. Je crois que quand on est entraîneur, on vit que pour cette aventure-là. Après, on sait que malheureusement, pour nous, des fois, de notre fait ou pas, cette aventure s'arrête. Mais je vois que je n'ai pas de plan de carrière par rapport à ça. Moi l'idée que j'ai, c'est de continuer l'aventure du mieux possible et de faire mon travail du mieux possible avec Amiens. Après, comme je dis aux joueurs, la réussite individuelle des joueurs, elle passe par un collectif. Et on est qu'au mois de novembre, décembre. On n'a encore rien fait, il n'y a que 16 journées. Donc non, je n'ai pas du tout de pensée par rapport à ça.
Eric Sicora, on revoit des images de l'année dernière avec... Je préfère pas les voir, mais regardez, ça fait mal. Saison terrible pour Lens, magnifique pour Amiens. Amiens est encore sous la dynamique aussi de cette dernière journée incroyable, non? Il y a la dynamique, mais aussi la qualité. Je pense qu'il y a un bon groupe de joueurs, avec des jeunes joueurs, des joueurs un peu plus expérimentés. Il y a l'apport aussi de Christophe, qui fait énormément dans les résultats et le fait aussi de gérer un groupe qui est pléthorique. Donc il y a ça, et puis je pense qu'aussi derrière on le laisse travailler tranquillement sans lui mettre de pression particulière. Après, comme vous l'avez dit, ils sont actuellement avec 21 points, ils les ont pas... Non, 21 points, ils les ont pas volés. Parce qu'ils ont fait l'année dernière pareil, leur montée est méritée, donc... quand on travaille, on récolte les résultats derrière. Et sincèrement, je suis content pour Christophe parce que c'est quelqu'un que j'ai appris à découvrir et à connaître. Et aujourd'hui, c'est tout à fait mérité pour lui. Et il vous a donné rendez-vous en Ligue 1 bientôt. J'espère que ce sera l'année prochaine ou plus tard dans 2 ans. Joël, une question à Christophe Pélissier? Non, moi je voulais qu'il m'explique sa méthode et son secret pour gérer 32 joueurs sous contrat. 32 joueurs pro d'un niveau relativement homogène et de pouvoir créer cette dynamique. Alors bien sûr, les coupes, ça aide, national, parce que ça permet de donner du temps de jeu et de garder des joueurs quand même dans une forme non pas optimum, mais optimale. Mais comment il fait sur le plan humain et sur le plan du relationnel au quotidien pour convaincre des joueurs, d'une part de sortir quand ils sont bons, mais qu'il faut faire tourner, et pour les maintenir à un niveau d'exigence permanent toutes les semaines. Christophe, quel est votre secret? Non, j'ai pas de secret. Je crois que c'est le travail de l'ensemble du staff aussi qu'il faut souligner, parce que quand on a 32 joueurs, je ne peux pas physiquement, pratiquement tous les jours, m'occuper des 32 de manière individuelle. Donc il y a un travail du staff qui est très bien partagé et eux, leur action est primordiale par rapport à ça. Après, les choix, bien sûr que c'est moi qui les fais. Il faut les expliquer. Je pense que le plus important, c'est qu'il n'y ait pas de non-dit de manière individuelle ou collective. Voilà, ils savent que on a un projet de jeu bien établi, un projet de vie bien établi, un cadre de travail bien établi, et j'entends avec mon staff que les joueurs s'insèrent dans ce cadre de travail-là. Et si jamais il peut y avoir un souci, c'est de beaucoup dialoguer avec les joueurs quand ça va bien, mais quand ça va mal. Et quand ça va bien aussi, parce que souvent on a tendance à voir les joueurs quand ça va mal, mais il faut aussi les voir quand ça va bien. Avoir surtout une logique par rapport au sens qu'on veut donner aux choses. Je crois que si on réagit par rapport simplement aux résultats du week-end, on peut tomber dans des frustrations ou autres. Je crois qu'il faut qu'on voit plus loin dans la discussion avec les joueurs. C'est de les rendre, j'allais dire, acteurs de leur performance et expliquer, oui, pourquoi le joueur il sort alors qu'il a été bon. Ça fait partie de mon job. Je sais que quand on dit ça aux joueurs, c'est pas qu'ils sont très contents de l'entendre, mais bon, après, il faut avoir des explications le plus objectives possible. On sait très bien, on a été joueur, dès que l'entraîneur nous dit qu'on... D'un internaute, il nous reste 2 questions. Une question et une image. Quel type de joueur faudrait-il recruter à la trêve? Question de supporters. Il y en a déjà trop. Déjà, c'est une réflexion qu'on a depuis quelque temps aussi. On sait que sur le plan offensif, on est quand même en déficit par rapport à notre animation défensive. On a en plus, malheureusement, pour nous et pour lui, la grave blessure de Quentin samedi à Rennes. Donc je pense que oui, il faut recruter sur le secteur offensif quelqu'un qui nous amène de la percussion et de la vitesse. Même à 32 Même avec 32 joueurs, tu penses recruter, Christophe? Oui, parce qu'il y a des joueurs qui ne sont pas contents ou heureux de leur temps de jeu. Et je pense que ça soit à la fois pour eux et pour nous, il faut qu'il y ait des départs, si possible, à la trêve hivernale. Ça, c'est un souhait, c'est des choses que je dis depuis le début, je ne m'en cache pas. Rachid. Mais il faudra recruter quelqu'un qui nous amène encore plus de qualité sur le plan offensif. On va se quitter avec une image, Rachid. Le joueur Kakuta, ce sera le joueur du mois, c'est ça? C'est ça. Expliquez. Alors, à chaque match, on désigne les 3 meilleurs joueurs. On fait voter les médias nationaux, régionaux. Et pour le mois de novembre, avec France 3 Picardie, on a élu forcément Kakuta égale Kakuta.
Un mot, Christophe, sur votre joueur élu joueur du mois par François Picardy et Courrier Picard. Ça, c'est typiquement le joueur qui s'est inscrit dans, j'allais dire, dans notre projet collectif. Le talent, on sait très bien qu'il l'a. Je crois que c'est pas nous qui allons expliquer quoi que ce soit sur ses qualités, j'allais dire, footballistiques. L'idée avec Gaël, quand on a fait venir Gaël, c'était à la fois de le relancer, parce qu'en fait, c'est lui, il prenait beaucoup de risques aussi dans le choix d'Amiens. Ça n'a pas été compris par beaucoup de monde avec son talent. Et son intelligence, c'est qu'il a su mettre son talent au service du collectif. Et ce que je dis, quand je vois ses courses de repli défensif sur les derniers matchs, notamment celui de Dijon, pour moi, il a déjà gagné une partie de son pari, parce qu'après, sur le plan offensif, son talent, je crois que ça, tout le monde le connaissait. Mais quand on est capable de faire des courses et des efforts qu'il fait pour le collectif à la 85e ou 90e pour venir se replacer et gagner des ballons, je crois qu'il envoie des messages, et ces messages, ils sont que positifs. Merci beaucoup Christophe Pélissier d'être venu sur le plateau de France 3 Picardie. Merci à vous et bonne continuation pour la saison, et merci à nos confrères de France 3 Picardie d'avoir assuré ce direct, notamment à Jean-Louis Crossi. Merci. On vous retrouvera contre Lyon le 10 décembre prochain. Allez, on va passer au LOSC. Manuel, victoire contre Lyon, vainqueur contre Toulouse. Est-ce que c'est parti pour le LOSC ? Alors avant de juste... Ah oui, on a des places à faire gagner. Voilà, allez, on va le dire. Jean-Luc a oublié, on a des places à vous faire gagner donc pour la Coupe de la Ligue. Ça sera mercredi prochain face à Nice, 8e de finale. Pour gagner, pour participer au tirage au sort, il suffit de partager ce live. On fait ensuite un tirage au sort parmi tous ceux qui ont partagé. Et voilà. Et c'est parti. Effectivement, c'est parti aussi pour le LOSC. Quelle transition. Ah, c'est magnifique. Effectivement, 2 victoires. Un passage de la 19e à la 17e place. Joël l'a dit tout à l'heure, 2 pénaltys arrêtés quand même la même semaine. Du mieux dans le jeu, mais encore, on va dire, des lacunes défensives. Voilà pour les faits globalement. Et un nom qui ressort dans tout ça, évidemment, toute l'équipe, tous les joueurs, mais aussi la grosse nouveauté au LOSC, c'est l'entraîneur. Il y a un quatuor d'entraîneurs qui finalement, au fur et à mesure, se révèle petit à petit être un quatuor qui est autour d'une personne qui est Sacramento. Voilà, donc on se pose la question, est-ce que ça pourrait, au vu des 2 premiers résultats, devenir un intérim qui se prolonge, voire plus du tout un intérim? C'est la question qu'on peut se poser maintenant. Et qu'on a posé. Est-ce que, regardez, on a consulté nos internautes cet après-midi. Je voudrais bien vous entendre là-dessus, messieurs, par rapport à Sacramento. On a posé la question, avec ces derniers bons résultats, est-ce que l'on peut garder, est-ce que le LOSC doit garder cet entraîneur? Et vous avez été, on va voir le résultat dans quelques instants, vous avez été plusieurs à répondre, évidemment, à une grosse majorité, plus de 70%, oui, pour maintenir Sacramento. Eric Sicora, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Vous avez suivi forcément l'épisode Bielsa. Quel regard vous portez par rapport à ce qui se passe au LOSC? Si c'est délicat de vous le demander, peut-être. Bon, je ne regarde pas trop les actualités du côté de Lille, mais c'est vrai que c'est un changement radical. Je pense qu'il a changé aussi au niveau tactique. Donc même si vous disiez tout à l'heure qu'il y avait encore d'énormes lacunes, il n'a pas réglé tout ça d'un seul coup. Après, il y a quand même des joueurs de talent dans cette équipe. Il y a des bons joueurs. Après, c'est trouver le bon amalgame, les mettre au bon poste. Parce que j'ai vu que Pépé était plus un joueur qui pouvait jouer sur le côté droit. Il jouait dans l'axe. Donc voilà, il y a eu des repositionnements. Il y a Benzia aussi qui fait du bon boulot. Donc il y a un gardien aujourd'hui qui est sur une autre planète. Donc voilà, un peu de réussite sur certains matchs peut permettre aussi à certains joueurs et à l'équipe de se révéler. Et c'est ce qui se passe actuellement. Je crois qu'il ne pouvait pas faire pire, il me semble. Donc après, l'entraîneur, ça juge essentiellement sur la durée. 2 matchs, ok, mais de là à décider à penser que c'est l'entraîneur qu'il faut, je ne sais pas. Je regarde. Vu de l'extérieur, moi, j'en veux plus. J'en veux pas trop à Bielsa, moi, finalement. J'en veux plus au président, quoi. C'est quand même lui qui choisit l'entraîneur, quoi. J'en veux plus au propriétaire d'un club qu'à l'entraîneur. C'est lui qui l'a fait venir. Après, je pense qu'il faut un petit peu de temps avant. Mais il faut un seul entraîneur. Hein. En binôme, ça marche jamais. Joël, ça peut marcher, le quatuor technique qu'il y a en ce moment à LOSC? À court terme, oui, mais ce n'est pas la vocation sur le moyen terme. C'est-à-dire que c'est un quatuor ou un binôme, comme vous le voulez, puisque c'est Sacramento qui donne les grandes lignes et qui est épaulé par la connaissance de Fernando da Cruz et avec 2 autres adjoints.
Donc c'est un staff intérimaire qui est amené normalement à céder sa place début 2018, parce que pour l'instant, ça rentre dans une stratégie du LOSC qui est de décrédibiliser le passage de Bielsa pour payer le moins possible. Donc il y a un rendez-vous, une échéance importante, c'est la commission juridique pour une conciliation. Le 12. Le 12, le même jour que la DNCG. Quel hasard, qui sera un autre rendez-vous très important pour le LOSC, parce que, selon mes informations, pour le moment, le LOSC a besoin d'un apport financier de Gérard Lopez pour passer cet épisode de la DNCG tranquillement. Et un apport conséquent pour une échéance à compter du mois de janvier. Sinon, la DNCG pourrait restreindre sa capacité à recruter, à minima, pourrait restreindre en janvier. Et ce quatuor ou cet entraîneur aura vocation à travailler avec celui qui arrivera. Alors, je crois également que la loi a évolué sur les entraîneurs et qu'il est possible, quand on prend quelqu'un au mois de janvier, de lui faire signer un contrat de 6 mois. C'est tout récent. Eric pourra me dire si c'est bien ce qui m'a été communiqué. Et je pense que dans une transition, il est possible qu'un entraîneur vienne pour 6 mois. Et en tout cas, il devra composer avec Sacramento et avec Luis Campos également, non pas dans sa composition d'équipe, puisque ça sera le seul à la composer, mais dans le travail au quotidien et dans le travail hebdomadaire avec cette équipe. Il y a peut-être quand même quelques faits qu'il faut rappeler sur Sacramento pour qu'on puisse vraiment se faire une idée. D'abord, il est très jeune, il a 29 ans, c'est rare. Il n'a jamais joué en pro. Voilà, ça aussi, c'est une rareté parmi les entraîneurs, en tout cas de Ligue 1. La troisième chose, c'est qu'il est arrivé dans les valises, on va dire, de Luis Campos. Il a été écarté du jour au lendemain quasi par Bielsa début septembre, alors qu'il faisait partie au départ du staff. Il notamment été chargé de la vidéo. Voilà. Et donc, son arrivée au premier plan, il faut le rappeler, elle est quand même liée au retour au premier plan de Luis Campos, qui a gagné, on pourrait dire, sa bataille un petit peu face, parce qu'il y avait une dissension qui était devenue publique entre Bielsa et Campos. Voilà, ça, ce sont des éléments quand même importants. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Sacramento, il est là aussi parce que c'est Luis Campos qui, sur le plan sportif, a repris, on va dire, le pouvoir, entre guillemets. Eric, avant de passer à Lens, un mot sur les valeurs. Souvent ici sur ce plateau, on a dit le LOSC a perdu ses valeurs. Vous, je sais que vous êtes très attaché aux valeurs du Racing Club de Lens. Vous l'avez senti à un moment donné, ça ou pas? Même de l'extérieur? Après, il y a eu une période faste au niveau du LOSC et forcément, on arrive à un moment, au bout du cycle, il faut remettre un peu de fraîcheur dans l'effectif. Aujourd'hui, quand on regarde ce qui s'est passé à Lille depuis quelques mois, il y a beaucoup de choses qui aujourd'hui, voilà, n'ont pas été. Et aujourd'hui, c'est peut-être l'arrivée de Bielsa, on l'a laissé recruter. Aujourd'hui, on le vire sans le laisser aller au bout. Donc, si on le prend avec un projet de jeu différent, soit on le laisse aller au bout, ou alors au départ on lui dit voilà c'est comme ça et comme ça, tu dates par rapport aux joueurs. Mais aujourd'hui ils ont pris des joueurs à Lille pour jouer dans un fonctionnement avec Bielsa qui est quand même assez spécial, pour aujourd'hui basculer complètement dans un autre schéma. Après quand Joël dit peut-être prendre un entraîneur sur 6 mois, ou alors c'est 6 mois plus quelque chose, mais on peut pas, je vois pas un entraîneur aujourd'hui aller à Lille faire le job sur 6 mois, même par rapport aux joueurs, avoir connu Bielsa, avoir connu un entraîneur Sacramento pendant quelques matchs, et se dire pendant 6 mois un entraîneur, qu'est-ce qu'on fait après? Vous seriez pour le garder? Un peu compliqué. Non, pas pour le garder, mais après c'est pareil, c'est s'installer dans la durée, quoi. Allez, rapidement, on rappelle qu'il y a des places à gagner pour le match. On va passer à Lens. Non, c'est bon, on l'a dit. On l'a dit, partagez ce live et vous pouvez participer au tirage au sort. Merci Rachid, on va devoir vous laisser. Merci d'avoir fait le déplacement jusqu'en Picardie. On le rappelle, Sochaux-Amiens et Avalon-Chambly en Coupe de France. Vous suivrez ça de très près avec le Courrier Picard. Merci. Et Frédéric Persson, l'entraîneur de Hasbrook, va nous suivre, va nous rejoindre. Pendant ce temps-là, Eric Sicora, on va se faire plaisir. Regardez, c'était dimanche après-midi au stade Félix Bollaert. Écoutez.
deux situations, c'est quand même le potentiel des équipes. Est-ce que finalement, c'est pas ça qui est le plus frustrant quand on est entraîneur, c'est que autour du LOSC et autour de Lens, tout le monde a dit ils ont du potentiel, Lens, ils vont jouer la montée, Lille, ils ont du potentiel, c'est les dirigeants eux-mêmes qui disaient voilà. Est-ce que c'est ça pour vous aussi qui était, on va dire maintenant un petit peu au passé, mais est-ce que c'est pas plus dur à gérer qu'une situation comme Amiens où on les attend pas et tout ce qui est pris finalement c'est du bonus, quoi? C'est sûr qu'il y a énormément d'attentes au niveau du Racing Club de Lens. Le fait l'année dernière d'avoir raté cette montée à un point ou à quelques secondes a peut-être fait mal aussi dans les têtes de certains joueurs. Le début de saison très compliqué. Certains joueurs sur lesquels, avec le mercato, des envies de départ qui sont restés. Ça peut expliquer aussi le mauvais début de championnat. Après, vous savez, quand vous commencez mal, quand on est joueur et que vous jouez, vous perdez, vous prenez des buts venus d'ailleurs, je repense au match de Brest. Tout ça fait qu'à un moment, ça s'accumule et puis vous voulez faire des choses, mais à chaque fois que vous tentez quelque chose, vous prenez un but, vous perdez, donc forcément vous tentez moins, vous n'osez plus. Et c'est ce qui s'est passé pendant un moment. Après, il faut gagner rapidement pour retrouver un peu de confiance, mais ça reste fragile. Après, le RC Lens aujourd'hui, même dans notre situation qu'il y avait il y a un mois, on parlait encore de montée. À un moment, il faut aussi regarder le classement, regarder les points qu'on a et puis se dire cette année, c'est peut-être une année aussi où ça va être compliqué et préparer aussi la suivante. À ce propos, est-ce que Giorgio nous dit c'est Lille-Le Mans, voilà, Lille-Le Mans en 32e de finale de la Coupe de France. Vas-y, Manu. Est-ce que là-dessus, justement, il y a un discours qui est clair des dirigeants aujourd'hui? Est-ce que Eric Sicora, vous avez eu une discussion avec, avec Arnaud Pouille ou avec Joseph Gourlian pour dire il vaut mieux qu'on prépare déjà la saison prochaine? Est-ce qu'il y a eu cette discussion pour dire stratégiquement, parce que ça peut-être ça peut changer certains choix, dans les joueurs, est-ce qu'on prépare déjà la saison prochaine ou est-ce que là-dessus vous restez encore flou entre vous? Qu'est-ce qu'on vous a dit concrètement? Avant de préparer la saison prochaine, il faut déjà finir celle-là. Oui, bien sûr. Mais on sait très bien que dans le football, tout peut aller vite. On a pris 17 points en 10 matchs, mais on peut retomber dans nos travers. Ça peut aller très vite. Les points entre nous sont... Il y a très peu d'écart, donc il faut aussi être vigilant. On a retrouvé un peu de sérénité. On a retrouvé des valeurs, un état d'esprit. Ce qui fait aussi qu'aujourd'hui, on arrive à battre le leader Reims Justement, on va voir les de France. Donc voilà, ça doit nous permettre aussi dans les têtes de nous libérer encore un peu plus pour tenter davantage. Ce match, je disais, c'est un match de référence. La première mi-temps, elle a été vraiment bonne dans le jeu, dans les intentions, dans le fait de proposer du jeu, dans l'état d'esprit, dans la solidarité. Après, on a eu un deuxième mi-temps un peu plus compliqué, du fait aussi de jouer une équipe qui, dans le domaine athlétique, dans les courses, fait mal. Et elle revient logiquement au score. Et puis après, un match de coupe où on repasse devant, on se fait de nouveau égaliser. Il y a quelques semaines, après vous allez dire, les entraîneurs disent toujours ça, mais il y a quelques semaines, je suis persuadé que ce match-là, on ne le gagnait pas et on ne repassait pas devant. Donc voilà, ça prouve aussi que la confiance est revenue, le mental, l'état d'esprit aussi, la solidarité entre les joueurs. Et puis quand on voit aujourd'hui le public qui nous encourage, qui pousse jusqu'au bout, et quand on voit la communion après le match, on se dit qu'on est dans le vrai et qu'on est sur le bon chemin. Et voilà, on te retrouve des couleurs. Une question, Joël, de Patrice, l'avenir de Robert Duverne au RC Lens. Attends, il y a un tirage OMVA. Ah, ça va rappeler des souvenirs. Tirage au sort OM Valenciennes. Marseille contre Valenciennes. Oui, il fallait quand même le signaler, c'est pas un petit match. Oui, question de Patrice, je disais, sur l'avenir de Robert Duverne au RC Lens. On en parle en ce moment. Il a eu une proposition de Rémi Garde pour aller en MLS, à l'Impact de Montréal. Il a envie d'y aller, mais il est sous contrat et je pense qu'Eric Sicora ne veut pas qu'il parte. Donc ça sera réglé avec le club. Je pense que dans la situation de Lens, qui revient petit à petit à des choses très cohérentes et à un équilibre d'équipe, tout grain de sable est néfaste à l'émancipation de cette équipe. Après, c'est une aspiration tout à fait acceptable que quelqu'un veuille partir en MLS. Après, il est sous contrat, donc c'est quelque chose à régler en urgence quand même. Eric, vous voulez qu'il reste, Robert Duverne? Jean-Kévin Duverne.
Robert, Non, c'est Robert. Non, c'est Robert. Ah oui, Robert, oui, pardon. Ouais, non, parce que je lisais. Il a failli aller au LOSC. Non, mais je lisais un message en même temps de Jean-Kévin sur Jean-Kévin mais Duverne. Robert, il fait partie de l'aventure. Je l'ai choisi pour qu'on bosse ensemble. Donc voilà, après, il y a un contrat. On sait aujourd'hui que des fois, les contrats, ça ne veut pas trop dire grand-chose. Mais voilà, j'espère et je souhaite qu'il reste avec nous. J'ai plein de questions pour vous, Eric. Thomas nous dit, Eric va-t-il garder le trio d'attaque Lopez, Fortuné, Zoubir? Question en rafale, on répond rapidement. Il peut changer. Il peut changer? Ça peut être un trio, un duo, un quatuor, ça dépend. Lance Boulogne, Eric. Réaction à chaud, ça vient de tomber à l'instant. Rencontrera Lance-Boulogne ou Lance Boulogne. Lance Boulogne ou Boulogne-Lance en régie? Ou peut-être Lance Boulogne. Lance Boulogne à Félix Bollard. C'est un beau tirage dans le sens où on joue à la maison. Après, Boulogne en national, je les avais vu jouer à Los Angeles en Coupe de France. Mais voilà, aujourd'hui, dans la peau de celui qui va vouloir faire du mal au club de Ligue 2. En plus, je connais Olivier Frappoli aussi, avec qui j'étais en formation, donc des retrouvailles. Et c'est un beau derby. Et Frédéric Persson, qui est à vos côtés, Eric, vainqueur contre Beauvais, qualifié pour les 32e. Alors, Frédéric, vous ne tomberez pas contre Lens en 32e de finale à la Coupe de France. Non, déçu ou pas déjà? On attend votre tirage. Oui, forcément, un peu déçu quand on a l'occasion de jouer à un club aussi prestigieux que Lens. Ça faisait partie des équipes qu'on aurait bien voulu rencontrer, notamment pour les 32e de finale. Bon, ce ne sera pas le cas. Prochain tour. Peut-être pour le prochain tour. Ouais. Une série de questions là pour Eric. Qu'est-ce qui bloque avec Landry? Quand il joue, il marque, pas l'impression? Hasbrook-Caen. Hasbrook-Caen. On me dit sur Facebook, c'est pas vérifié. Mais on me dit, est-ce que vous pourrez vérifier en régime? On parle de Hasbrook-Caen. Ah ben, si Ça se ça vérifie. vous c'est ça. une Ligue 1, pour nous, ce sera l'apothéose, c'est bien. On est extrêmement content de recevoir Caen, une Ligue 1 professionnelle. Pour nous, ça va être vraiment la fête au village, c'est ce qu'on peut dire. Donc on va attendre un petit peu de savoir si c'est la réalité, parce qu'apparemment, vous n'êtes pas vraiment sûr de vos sources. Oui, c'est sûr. C'est Hasbrook-Caen. Donc on Il est... a été tiré, je pense, Caen-Hasbrook, mais Oui. voilà. Écoutez, on est extrêmement content et fiers de rencontrer cette équipe de Caen. Eric, c'est ça? J'aime bien l'expression, c'est la fête au village. La Coupe de France, c'est un peu ça, non? Il faut déjà féliciter le parcours de Fred et d'Hasbrook. Parce qu'avant Beauvais, il y a quand même eu Queville, pensionnaire de Ligue 2. Pour un club comme Hasbrook se retrouver en 32e de finale et en plus tirer un club de Ligue 1, forcément que pour les joueurs, ils s'identifient, ils regardent les journées de Ligue 1. Donc finir sur Caen, c'est bien. Maintenant, je pense qu'ils vont aussi vendre chèrement leur peau et que ça ne va pas être du tout cuit aussi pour Caen. Connaissant Frédéric maintenant depuis pas très longtemps, mais quand même, on commence à voir les performances là qui sont alignées. Parce qu'il faut rappeler que là, vous avez gagné 3-0 contre Beauvais, quand même, une équipe qui était 2 divisions au-dessus de vous. Ouais. Donc forcément, je suis sûr qu'il y a le discours qu'on voit, c'est la fin, c'est l'apothéose, mais en même temps, why not, quoi. Écoutez, faut rester quand même les pieds sur terre. Attention, on compte quand même un pensionnaire de Ligue 1 avec tout ce que ça comporte. Mais c'est le charme de la Coupe de France, ça veut dire aussi des surprises. On a battu Quevilly. Bon, maintenant, c'est un autre calibre. Attention, restons encore une fois très, très, très prudents. Mais bon, on est content. On verra un petit peu après comment on va l'aborder le match. Mais déjà, je pense que dans la tête des joueurs, ça va être la fête. C'est ça qu'il faut retenir. Il y avait de la fête aussi. Il y a une image qu'on a récupérée. Eric Sikora, vous avez dû vivre des instants comme ça avec Lens pas mal de fois. Regardez, c'était juste après la victoire contre Beauvais 3-0, victoire de Hasbrook. Et le vestiaire, alors c'est pas cette image-là, ça c'est le fameux clapping avec le Racing Club de Lens. On va caler l'image. C'est vrai, ça ressemble. On va caler l'image. C'était sous la douche, j'en dis pas plus. Ça, on va faire un vrai teaser. D'accord, ça dit quelque chose. On va faire un teaser tant qu'on la cale. Eric Sikora, j'ai des questions en attendant d'autres tirages aussi. Hutch Goethe nous dit, va-t-on conserver Bellegarde et Lopez au mercato d'hiver? Ils sont sous contrat. Christian Lopez, lui, arrive en fin de contrat 2018. Donc aujourd'hui, ils sont dans l'effectif lensois et je compte sur eux jusqu'à la fin de saison. Pascal L'Ancien qui nous dit, bonsoir, Vachou numéro 1 ou pas pour les supporters? C'est une réponse pour les supporters, il veut dire. Aujourd'hui, si les supporters vont au match, c'est Vachou qui joue. Donc, voilà.
voilà, pour Il n'y a plus ou pas d'ambiguïté par rapport à ce poste-là? Pour l'instant, réglé. c'est Jérém qui joue. Voilà. Après, il y a Nico qui est revenu, il y a le petit Valentin Belon aussi, 3 bons gardiens. Aujourd'hui, pour l'instant, c'est Jérém. La hiérarchie peut bouger, mais en tout cas, ce que fait Jérémy aujourd'hui, je suis amplement satisfait. Alors je le dis pour la régie, hein, c'est l'image de Hasbrook-Beauvais. Hein. Séquence 34, c'est comme vous aidez. Ça va aller comme ça va aller mieux. Autre question, Eric, encore de Benjamin Legrand. Vachou, votre gardien de but, enchaîne les grosses performances depuis quelques jours et quelques semaines. Est-ce que Douchez reviendra-t-il? Il vient de répondre. Ah pardon, j'étais en train de me parler, d'accord. Voilà. Okay, donc c'était la réponse. Mathéo Lelançois nous dit, avez-vous cerné les besoins pour le mercato hivernal, les départs possibles? On travaille, faut pas croire on se repose. Mais on a déjà aussi un effectif qui est énorme. Donc si on veut aussi prendre des joueurs, il va falloir voir au niveau de l'effectif pour voir ce qu'on peut faire avec certains joueurs. Mais en tout cas, voilà, on travaille sur des pistes. Ouais. Alors on l'a attendu cette image. Frédéric, c'était la grosse fête là dans les douches. Hein. Racontez un peu. Oui, c'était ma fête surtout. C'est le cas de le dire. J'ai été mis sous la douche par les joueurs. Bon, dans ces moments-là, on l'accepte forcément. C'était bon enfant, c'est super sympa de voir ça. Bon, voilà, le football, c'est aussi ça. C'est aussi les entraîneurs qui partent sous la douche quand ça fonctionne. Donc, c'est fait partie des belles images. C'est des émotions que seule la Coupe de France peut permettre, ça, Eric? C'est l'esprit coupe, c'est la magie de la coupe. Tout le monde peut, à un moment, avec de l'envie, de la détermination, le fait d'y croire et un discours du coach éliminer une Ligue 2 ou une Ligue 1. Donc c'est l'esprit coupe qui permet de voir des matchs à rebondissement aussi. Nous, hier, c'était un match assez enlevé avec des occasions, un bon match. Donc voilà, on voit un peu tout dans cette compétition, quand tout le monde le joue à fond. Frédéric, on a une question d'Anthony Fred, peut-être le nouveau Calais en Coupe de France, en tout cas bravo. Est-ce qu'on rêve d'être un nouveau Cruyff? Oui, il faut dire que ce qu'a fait Calais à son époque, c'est quelque chose d'extraordinaire. On rêve tous, je pense, tous les clubs amateurs rêvent d'être le Cruyff nouveau. On peut s'inspirer, se dire en tout cas que tout est possible. C'est ça aussi la magie de la Coupe de France et du football, c'est que tout est possible. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Si on n'y croit pas, de toute façon, on n'y arrive pas. Quand on a persuasion et qu'on a envie d'y croire, et déjà le rêve peut être accessible. Toujours est-il qu'il faut y croire. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'Hasbrook est déjà un petit peu une équipe dans le site de Calais, parce que vous êtes quand même 2 divisions en dessous de ce qu'ils étaient eux à l'époque. Donc voilà, il faut quand même resituer. Je veux dire, ce que vous avez fait là, c'est certes dans des tours avant les 32e, mais quand même avec un niveau régional. Calais, c'était quand même une équipe qui jouait en CFA à l'époque, 4e division. Avant d'arriver à battre Quevilly, il y a aussi des tours avant qui sont beaucoup plus difficiles. En plus, il faut aussi parler de ces tours-là, des tours précédents, parce qu'on parle de Quevilly et de Beauvais. Et je peux vous dire que les matchs qui précèdent, il faut les jouer, il faut les gagner. J'ai peut-être raté un truc, on a parlé de Landrick ou pas? Oui, on a parlé. Non, j'ai pas répondu. Ah non, t'as pas répondu. Question de Romain, problème de Landrick, il joue et marque et on ne le voit plus, pas l'impression qu'il a les mêmes chances que les autres. Après, c'est un travail aussi au quotidien, l'entraînement, donc... Voilà, Ivan, il a fait 2 matchs, il a marqué en CFA à Reims 2 buts, il a joué contre Neu, une R2, il a mis 3 buts, donc après voilà, aujourd'hui c'est fermé pour personne. Donc à lui de montrer davantage l'entraînement pour postuler à une place, mais voilà, c'est quelqu'un qui travaille. Après, je ne vais pas jouer non plus avec 6 attaquants pour faire plaisir aux gens, donc il faut trouver un bon équilibre. Mais voilà, il y a pas mal de bons attaquants, c'est à moi de trouver les bons joueurs aux bonnes places. Alors j'ai une question de Polo Pruvot aussi. Lens, évidemment celle-là c'est la question, on en a posé tout à l'heure. Lens compte-t-il remonter un jour en Ligue 1? L'ambition du club, bien sûr, elle est de remonter le plus vite possible. Maintenant, je pense que pour cette année, c'est un peu compromis. Mais à nous de gagner les matchs et de voir un moment où on sera pour peut-être espérer mieux. Mais on part vraiment de très loin. Mais ce qu'on est en train de mettre en place, ce que mettent en place les joueurs en ce moment, on est sur le bon chemin, on est dans le vrai, donc il faut persévérer, il faut continuer dans cette voie. Question de Frédéric. Eric, quels sont les objectifs du club à l'heure d'aujourd'hui?
Vous dites quoi vos joueurs? C'est le maintien, on est sur le maintien, ou maintenant on vise plus haut? Aujourd'hui, quand je regarde le classement, on n'est toujours pas sauvé d'une place de barragiste, donc il faut regarder derrière. On fera le bilan après PFC et puis Tours. Il y a encore 6 points en jeu, on est à 17. On verra, on en sera après ces 2 matchs-là. Peut-être qu'on pourra viser un peu plus haut, mais en regardant toujours un peu derrière. Mais il ne faut pas qu'on commence à se dire voilà, on a battu Reims, on a battu le leader, on est capable de tout de suite remonter. Là, je pense qu'on se trompe complètement, donc il faut y aller. On est encore un peu souffrant, on est un peu malade, donc il faut être vigilant. On va écouter des réactions de supporters vous concernant, Eric, comme tout à l'heure. Mais aussi, on va commencer par un de vos joueurs, Abdellah Zoubir. Regardez ces réactions recueillies dimanche après-midi au stade Félix Bollaert. C'est un coach moderne, c'est un coach qui est jeune, qui a aussi de l'expérience, qui demande beaucoup d'exigences. Il nous dit de jouer beaucoup au foot, donc faire du jeu, et nous, c'est ce qu'on aime. Et aussi, au niveau de l'envie, aussi, il donne beaucoup d'envie avant les matchs. On pense qu'il va apporter des buts. Son grand point fort, avec son ancienneté, il a apprécié des supporters, donc je pense que ça lui fait vraiment son plus. Vous pensez qu'il va permettre à Lens de remonter la pente? Déjà, penser à se maintenir, parce que c'est pas brillant, mais déjà se maintenir en Ligue 1, enfin en Ligue 2, et après remonter au classement. Et je pense qu'il faudra aussi, pendant le mercato, faire 2-3 bons coups, et il faudra penser plutôt pour l'année prochaine, je pense. Eric, supporter, on pense déjà à l'année prochaine, même si vous pensez déjà à cette saison, bien évidemment. Les supporters sont encore sur l'année dernière, le Lens de la Ligue des Champions, le Lens de Ligue 1, donc forcément ils ont dans l'esprit déjà de passer à l'année prochaine pour avoir une équipe peut-être différente et pouvoir jouer la montée. Donc, mais il ne faut pas occulter ce qui reste là. Il y a encore pas mal de matchs à jouer, il y a encore une deuxième partie de saison à faire, avec une compétition qui est aussi la Coupe de France, qu'on ne va pas lâcher, il y a le championnat aussi, donc voilà, on a beaucoup de matchs à faire. Et je vous dis, après dans le foot ça peut aller très vite. À un moment, on était pratiquement mort. Aujourd'hui, on relève la tête. Donc, à nous de continuer, de bosser et d'y croire. Question pour Joël. S'il a des infos, quel est le prochain passage devant la DNCG? On en a parlé tout à l'heure. Le Racing a déjà préparé un bilan? Ils ont un actionnaire, un propriétaire très solide qui fait ce qu'il faut pour qu'il n'y ait pas de soucis. Donc, il n'y aura pas de soucis financiers à Lens cette saison. Aucun. Angèle, la pression pour Eric est-elle la même pour toi, Eric, aujourd'hui en tant qu'entraîneur ou quand tu étais joueur? C'est pas la même? C'est complètement différent. Entraîneur aujourd'hui, au-delà des résultats de l'équipe, c'est un club. Il y a des administratifs. Quand on prend l'équipe et qu'on est dernier avec 4 défaites et que vous prenez 3 matchs et vous êtes toujours sans victoire, sans points, derrière, il y a des gens aussi qui peuvent se retrouver comme ça du jour au lendemain sans rien. Donc il y a une énorme responsabilité. Mais voilà, quand on est coach, quand on est amoureux du RC Lens, quand on a fait toute sa carrière au RC Lens, on se doit de relever le défi. Et avec le staff, c'est ce qu'on est en train de faire. Mais il y a aussi les joueurs, parce que on parle du staff, mais aujourd'hui, s'il n'y a pas un groupe de joueurs aussi à un moment qui se révolte et qui prend les choses en main, on ne peut rien faire. Et ils ont répondu à nos attentes et on espère que ça continue un bon moment. Frédéric, même question? Ça n'a rien à voir? Non, ça n'a rien à voir, comme le dit Eric, très justement. Lorsqu'on est joueur, on est directement acteur sur le terrain. Donc voilà, on fait sa passion, on joue, on se pose plus de questions, après on est parti. Alors que quand on est entraîneur, on se pose tout le temps des questions. Toujours des questions sur l'environnement, sur le club, bien entendu, parce que c'est pas simplement une équipe qu'on coach, c'est tout un club, c'est tout un environnement. Donc on joue un petit peu avec le club et on peut pas faire n'importe quoi. Donc on réagit pas de la même façon, clairement. Ouais. Moi, j'ai une question pour Eric. Entre le premier passage d'entraîneur au Racing Club Lens et celui d'aujourd'hui, il y a un changement. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qu'il maîtrise mieux aujourd'hui qu'il ne maîtrisait pas la première fois? J'ai tendance toujours à m'emporter. Donc aujourd'hui, je pense que j'ai travaillé là-dessus. Après, je pense que la formation aussi qu'on a eue pendant 2 ans à Clairefontaine, notamment avec Christophe, Olivier... et d'autres m'ont permis aussi de discuter et d'apprendre et de voir le métier différemment. J'ai une discussion aussi avec Pascal Duprat. Voilà, donc tout ça m'a amené aussi à réfléchir. Et puis quand on a fait une année, on fait aussi un bilan de ce qui a été, de ce qui n'a pas été. Et puis après, voilà, Est-ce que tu maîtrises mieux l'environnement, en fait, pour résumer?
Oui, mais j'ai jamais eu de soucis avec l'environnement. Après, c'est une question aussi d'honnêteté vis-à-vis des joueurs ou vis-à-vis des dirigeants ou vis-à-vis des supporters. Donc voilà, à partir du moment où vous êtes cohérent dans ce que vous dites et dans ce que vous faites, après, c'est beaucoup plus facile. Après, la situation est quand même différente. Quand on est arrivé, il y avait quand même des points. Là, il n'y avait rien. Et il a fallu aussi reconstruire un peu tout. Donc, c'était beaucoup plus délicat. Mais voilà, aujourd'hui, avec les joueurs qui ont adhéré au projet, ça se passe plutôt pas mal. Juste une petite remarque, là, c'est pour Fred. Un message quand même drôle de Jucha Damien. Bonjour à Fred qui m'a cassé une dent avec une mine aux 20 mètres sur corner. J'étais au poteau un dimanche sur le terrain synthé de l'USLD. Voilà, de mémoire, année 2003-2004. Et quand même, un grand bravo pour cette performance. À ce moment, je tirais déjà à côté, moi. C'est pour ça qu'on m'a mis derrière. C'est parce que je marquais pas beaucoup de buts. Voilà, écoute, sifflet final, monsieur, on va se terminer. Frédéric, un petit mot. On l'a dit, Hasbrook-Caen en 32e de finale, une Ligue 1. Voilà, l'aventure continue. L'aventure continue. On va encore rêver jusqu'au 6. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Coupe de France a son lot de surprises. On jouera crânement notre chance. En tout cas, ça va être la fête. Véritablement la fête. On attend du monde. J'espère qu'il y aura du monde. Qu'on trouvera vraiment tout ce qui fait le charme de la Coupe de France. Ça va être pour nous vraiment quelque chose de magique. Eric, dans votre situation dans le championnat, au vu de votre potentiel qu'on a vu quand même en partie, au moins en première mi-temps face à Reims, est-ce que vous avez la Coupe de France un petit peu comme ça dans la tête en disant tiens, cette saison, ça peut être un objectif sympa? La première année, quand on a pris l'équipe aussi avec le staff, on est allé en quart de finale de la Coupe de France contre Bordeaux. Donc aujourd'hui, je suis compétiteur, le staff est compétiteur, les joueurs sont compétiteurs. Et quand on rentre dans une compétition, c'est pour donner le maximum et aller le plus loin possible. Donc on va jouer le championnat et on va jouer la Coupe. On laissera pas tomber cette Coupe. Et ce sera Lens-Boulogne, un derby. Message d'Angèle pour terminer. Merci France 3, merci Eric et longue vie à Lens. Eric avait toute sa gentillesse et sa simplicité comme depuis ses débuts. Quel plaisir. Plutôt sympa comme message. Ça doit être mon ami qui un copain, ça doit être Morera peut-être. C'est Daniel. Merci Eric Sicora et merci d'être venu sur le plateau du 45 minutes. On le rappelle, OM Valenciennes, tirage des 32e, Lens-Boulogne, on vient de le dire, Hasbrook-Caen, Dunkerque-Metz, Sochaux-Amiens, Avalon, Chambly, j'ai dû en oublier. LOSC-Le Mans. Et LOSC évidemment recevra Le Mans. Donc on suivra ça évidemment dans nos JT. Ce sera les 6, 7 et 8 janvier prochain, je crois, début janvier. Merci monsieur de nous avoir suivis. Merci Eric Sicora, merci Frédéric Persson. Merci à vous. Joël, à bientôt. Plaisir, à bientôt. Du 45. Salut Manu et merci à vous de nous avoir suivis. Très belle soirée, à bientôt.